Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette SFO un peu spéciale et ce symposium dans lequel Damien Gatinel et moi-même nous allons discuter et vous présenter l'Antérion. Donc je vais tout de suite passer la main à Damien qui va introduire cette nouvelle machine qui nous permet de faire plein de choses. Et je reviendrai un petit peu vers la fin pour également présenter quelques nouveautés de cet instrument. Voilà, Damien, je te laisse la parole. Je suis ravi d'être parmi vous. Je vais couper mon micro parce que j'ai un petit retour. Et donc, on va essayer de partager ensemble notre expérience préliminaire avec l'Antérion, qui est une machine qui permet de faire diverses choses qui sont toutes très utiles en chirurgie réfractive et en chirurgie de la cataracte. Je pense qu'on peut passer la diapo suivante. Donc, je suis consultant pour Heidelberg, Alain également. Diapo suivante. Et donc, c'est un instrument qui permet à la fois donc, de recueillir des images du segment antérieur avec la résolution d'un instrument soit source, de faire de biométrie et également de réaliser de l'imagerie cornéenne, donc de la topographie et de la tomographie. Diapo suivante. Alors, c'est un instrument qu'on utilise depuis un peu plus d'1 an et qui donc est un peu la fusion de plusieurs technologies dans un seul instrument. Donc, on peut faire, comme dit en introduction, des biométries pour le calcul de la puissance de l'implant cataracte. On peut également faire des mesures du segment antérieur précises, d'épaisseur cornéenne, d'épaisseur de capot. On peut faire de la topographie et de la tomographie. Et on peut ajouter à tout cela donc, des images assez détaillées du segment antérieur. Diapo suivante. Voilà donc les 4 principales options que vous propose la machine. Donc un module cornée, un module cataracte, un module métrique et puis un module d'imagerie. Suivant. Donc on voit un exemple de carte de topographie cornéenne qui correspond tout à fait à ce qu'on peut avoir avec d'autres technologies comme le Pentacam par exemple ou l'Orscan. Diapo suivante. Et puis on peut faire une biométrie. Donc l'appareil mesure le segment antérieur de manière précise, donc les différents segments d'intérêt, la chambre antérieure, l'épaisseur du cristallin, la longueur axiale, et permet aussi de mesurer certainement avec plus de précision qu'un simple biomètre la puissance de la cornée. Et vous voyez à droite une fenêtre où apparaissent de nombreux paramètres destinés à bien l'évaluer. Diapo suivante. Alors, on va commencer par partager ensemble des images du segment antérieur. Donc ici, par exemple, on voit le niveau de résolution d'une coupe de segment antérieur chez un patient qui a un kératocone et qui est équipé en lentille rigide. Suivante. Ici, c'est une cicatrice apicale dont on peut mesurer l'extension en profondeur. Suivante. Une autre cicatrice cornéenne dans le cadre d'un kératocone très évolué, dont on voit bien aussi l'extension à la fois latérale et en profondeur. Suivant. Ici, c'est un nidrops dont on voit bien l'origine donc au niveau à la fois endothélial et les conséquences au niveau épithélial avec un décollement séreux de l'épithélium cornéen. Suivante. Alors, en chirurgie réfractive, on aime les mesures précises, notamment par exemple dans le cadre des retouches. Et on aime bien aussi pouvoir visualiser l'effet des profils d'ablation sur le segment antérieur, sur la cornée. Et ici, sur la zik hypermétropique de environ 6 dioptries, on voit le profil d'ablation, l'augmentation de la cambrure, le raccord du capot avec la périphérie. Et on peut mesurer facilement les épaisseurs de tous ces segments. Suivant. Voilà ici une mesure. On voit bien l'hyperplasie épithéliale, puisqu'on verra l'appareil aussi permet de faire une topographie de la couche épithéliale. Alors ici en section
Vous voyez, on voit la régression probable qu'induit l'hyperplasie épithéliale au niveau de la périphérie du capot. Suivante. Ici, c'est une situation complexe où un capot avait été tenté puis partiellement découpé avec une reprise en femtoseconde, et on voit donc en couple les différentes épaisseurs du premier et du second volet. Suivante. Alors là, c'est une greffe lamellaire de la cornée, dont on voit très bien aussi l'interface et l'extension spatiale. Suivante. En chirurgie de greffe endothéliale, il est important de pouvoir à la fois mesurer l'extension de l'œdème en préopératoire, qu'on voit très bien ici. On voit les plis de la desmette, on voit la désorganisation du stroma, et avec l'image lampafante au-dessus en comparaison. Diapo suivante. Et puis la dissèque ici, avec donc encore une fois une parfaite visualisation du greffon qui était à la fois donc transfixiant dans un premier temps, puis complété par une dissèque dans un second temps. Suivante. Donc oui, on progresse de l'épithélium vers l'intérieur de la chambre antérieure avec une autre image de dissèque, une image de dimèque partiellement détachée ici, et on voit aussi l'œdème qui en résulte au centre. Suivante. Alain, si tu as des commentaires à faire sur ces images, toi qui fais beaucoup de dimèque. Alors, ici, vous voyez, on a un petit commentaire sur cette image. image. Tu veux dire un petit mot? Oui, l'avantage est double d'avoir un instrument qui peut en même temps nous donner les topographies cornéennes et nous montrer également notre greffon endothélial s'il est attaché ou décollé. Bon, on voit bien la résolution, tu en as parlé avant. On voit ici que ce greffon est par exemple décollé, mais également dans le mauvais sens, très probablement, puisqu'on voit le bord du greffon qui s'enroule vers la chambre antérieure et non pas vers le stroma postérieur. Donc, même si on rebule ce greffon, il ne fonctionnera pas. Il faut soit le retourner, soit le changer. Merci. Et donc on continue, donc une dissèque, voilà la démèque, partiellement décollée. Suivante. On va arriver dans les anoïdes segmentaires. Ici, un névus syrien en coupe. On voit très bien l'épaississement latéral. Suivante. Et puis, situation d'étude de l'angle du segment antérieur, on peut aussi voir on peut faire des mesures très précises de l'angle en tout cas et apprécier un degré de fermeture, puis visualiser le caractère transfixiant d'une iridotomie. Ici, un kyste ciliaire, dont on voit l'image en lampafante et la jolie image en coupe OCT à droite. Suivante. Un syndrome malformatif de la chambre antérieure, un ICE syndrome. Alors on peut deviner l'envahissement ici du tissu irien, de l'angle, par les cellules anormales endothéliales. Suivante. On peut aussi bien contrôler la position d'un stent de la chirurgie micro-invasive du glaucome, donc ici un eye stent. Suivante. En situation aussi post-traumatique, bien mesurer l'extension d'une bride de vitrée en chambre antérieure chez un patient FAC. Suivante. C'est une jolie image d'un lenticône dont on voit bien la petite saillie antérieure au niveau du cristallin. Suivante. Et on peut opérer ce patient, faire une biométrie avec l'instrument, et puis ensuite refaire une image où on voit la lentille intraoculaire et sa position par rapport notamment à l'endothélium. Suivante. Ici, c'est je ne vois pas très bien sur mon écran, mais je crois que c'est un implant FAC de segment antérieur, ici, voilà, en chirurgie réfractive, par exemple.
Et ici, il me semble qu'on voit un implant décentré légèrement. On voit les reflets de Purkinje là, qui se superposent avec ceux de la cornée, les images de l'implant, les réflexions, et puis on voit aussi latéralement. Ici, c'est encore une fois un implant piggyback, il me semble, que l'on voit. Suivante. Et c'est aussi une des qualités de l'instrument de confirmer ce qu'on voit bien à la lampe à fente avec des coupes qui permettent d'objectiver la présence d'une cataracte ici sous-capsulaire antérieure, qu'on voit très bien. Donc c'est un instrument que l'on peut utiliser aussi dans le cadre du diagnostic des troubles fonctionnels liés aux cataractes débutantes. Suivante. Voilà des exemples où l'on voit aussi, avec la résolution de l'instrument, les dépôts dans le cadre d'une pathologie exfoliante ici, syndrome de pseudo-exfoliation capsulaire. Suivante. On voit même les ouvertures au niveau du segment de la partie postérieure de la capsule, après capsulotomie, justement. Suivante. Ici, c'est une cataracte intumescente. Suivante. Donc vous avez eu un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire au niveau de l'imagerie du segment antérieur. Et en chirurgie de la cataracte, l'instrument permet de mesurer donc tous les éléments nécessaires aux biométries modernes et à l'utilisation des formules de dernière génération. Et vous voyez ici les paramètres que l'on peut mesurer et quantifier pour faire un calcul. Et ensuite, diapo suivante, utiliser les formules de base dont l'instrument est muni, et cette panoplie de formules va être amenée à s'étoffer au fil du temps. Voilà ici un exemple de biométrie et quelques exemples de formules de calcul d'implants que l'on peut utiliser et qui se compléteront bien évidemment au fil du temps. Suivante. Voilà un rendu tout à fait classique de calcul d'implant en biométrie. Suivante. Alors une fois qu'on a opéré un patient, on peut aussi mesurer donc la position de l'implant, son centrage, ici par exemple dans le cas d'un implant diffractif en post-opératoire, on voit bien la position dans le sac. Quand l'implant est un peu subluxé, on peut aussi tout à fait le mettre en évidence grâce à ces coupes que l'on peut réaliser dans diverses, bien sûr, orientations. Suivante. Et alors, là c'est intéressant, on voit un cas où la résolution de l'instrument permet aussi de mettre en évidence le glistening post-opératoire d'un implant hydrophobe. Diapo suivante. Et on voit ici là en magnification. Et par ailleurs, c'est un cas où on a aussi, chez ce patient qui venait pour un avis secondaire, on a pu, grâce à cette imagerie, montrer que ce n'était pas ici un aspect d'opacification capsulaire, mais bien des calcifications présentes à l'intérieur du matériau de l'implant, comme on le voit ici tout à fait au niveau de ces coupes. Suivante. Donc là c'était le glistening. Et puis donc dernier ou avant-dernier en tout cas module de l'instrument, la topographie cornéenne. Alors on a pu comparer la répétabilité de l'instrument avec le pentacam, bien évidemment, et vous voyez deux images qui sont relativement superposables. On a fait des mesures des points les plus fins, on a donc pu mettre en évidence une bonne corrélation avec le pentacam notamment, et une bonne répétabilité de ces mesures. Suivante. Donc on a étudié le point le plus fin au niveau de la cornée, son degré de décalage dans les situations ectasiques, comme le kératocone. Suivante. Et vous voyez sur les chiffres que cette répétabilité tout à fait satisfaisante, ici pour la kératométrie maximale. Suivante. Alors je vous montre par exemple un cas intéressant d'un patient qui est suivi pour un kératocone unilatéral. Alors, donc sur la diapositive, à l'écran à gauche, l'œil droit, et puis à droite, l'œil gauche, où on voit une petite cambrure en inférieur sur la coupe axiale. C'est un patient qui se frotte l'œil gauche. Suivante.
On a un mode comme en NorbScan ou en Pentacam, QuadMap, où l'on peut donc à la fois visualiser les coupes axiales, l'élévation antérieure, l'élévation postérieure, et puis la carte d'épaisseur. Grâce à la résolution donc, de l'instrument, on peut accéder à de nouvelles cartes suivantes qui permettent donc de bien mesurer. Ici, c'est l'autre œil, l'œil droit, qui n'a pas de kératocone sur la topographie. On peut bien sûr faire des mesures également d'analyse de front d'onde cornéen, avec une élévation, donc, dans le cadre du kératocone débutant à droite, des modes type coma, tréfoil, etc., ici, que l'on peut quantifier sur différents diamètres suivantes. Et puis les cartes épithéliales qui sont intéressantes donc, en chirurgie réfractive pour étudier les phénomènes de régression et probablement aussi pour un peu comprendre la réaction compensatrice de l'épithélium dans diverses situations. Ici, donc, dans le cadre du kératocone débutant de l'œil gauche, on peut individualiser la couche épithéliale en microns d'épaisseur. Alors on voit l'effet de la compensation ici, avec un petit amincissement vers le sommet et un épaississement dans la zone un peu plate, probablement pour rendre une certaine sphéricité à la cornée. Et comme on connaît l'épaisseur épithéliale, on peut en déduire donc bien sûr l'épaisseur stromale seule ici, qui est le résultat de la soustraction à l'épaisseur totale cornéenne de la couche épithéliale. Diapo suivante. Alors, on peut comparer ici les deux yeux. Et puis là, je vais rendre la parole à Alain, qui donc va nous présenter un travail préliminaire qui devrait donc conduire à la réalisation d'un logiciel de détection du kératocone, très inspiré de ce que l'on avait fait avec Alain au niveau du score pour l'OrbScan. Alain, c'est à toi. Merci. Oui, effectivement, on a tenté de reproduire ce que nous avions fait pour la détection des cornées suspectes afin de nous aider dans le choix des indications de la chirurgie réfractive. On a fait la même chose à une échelle un peu plus grande, puisqu'on a eu un groupe d'entraînement qui était un peu plus large et un groupe de validation également plus large. Et on arrive, en combinant les données obtenues par cette machine, il faut savoir qu'elle est plus précise, vu les données de répétabilité que nous avons fait et que tu as montré juste avant. On arrive à détecter les cornées suspectes avec une sensibilité et une spécificité tout à fait remarquables qui dépassent les 90%. Alors, je vous montre quelques exemples. Bon, les cornées normales, comme ici, on aura un score qui est négatif. Et puis, les cornées qui sont suspectes ou franchement pathologiques, on aura un score positif. Alors, le score combine évidemment différents paramètres de l'élévation postérieure, des cartes de courbure, des cartes pachymétriques et quelques éléments supplémentaires dont nous discuterons plus tard. Et dans des cornées, dans des kératocones unilatéraux ou les formes frustes de kératocones comme ici, on aura un score positif à droite. Alors, le score est légèrement positif également à gauche, plus 0,4 ici. Et si on regarde un peu plus précisément pourquoi, en modifiant l'échelle, en regardant les cartes épithéliales également ou la carte de courbure postérieure, on se rend compte qu'il y a effectivement une petite cambrure inférieure qui est plus importante. Donc on espère qu'on aura bientôt un logiciel disponible sur cette plateforme avec un score et des diagrammes qui nous permettront de plus simplement reconnaître les cornées normales des cornées suspectes. Voilà. Et je vous remercie tous pour votre attention. Et merci aussi à Damien, du coup, qui a mis en place ce projet et qui a fait le gros de cette présentation.